L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Voilà, 8h48 sur Studio Qualita et dernière partie de cette heure d'information avec notre invité. Je suis très heureux de recevoir Betty Rothman. Bonjour Betty. Bonjour Olivier, je suis non moins heureuse. Très heureux de vous recevoir puisqu'on se connaît bien d'abord. On va vous présenter un peu. Vous avez été professeur à l'Université de Jérusalem. Vous avez dirigé le département d'études françaises. D'études françaises et j'avais aussi un demi-poste en littérature comparée. Et j'ai également fondé et dirigé le Centre des Marais de recherche sur la culture française. Alors, femme de lettres, femme aussi de Torah, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages. On va dire c'est des explications, des commentaires sur la Torah. Comment on pourrait Non, c'est surtout une réflexion sur la rencontre des cultures, c'est-à-dire à partir d'un thème, essayer de traverser les deux champs culturels et de les penser ensemble. Et vous avez aussi, on va quand même le signaler pour les auditeurs qui ne connaissent pas, vous êtes la fille de Paul, du rabbin Paul Rothman et Léa Rothman. Oui, vous disiez femme de lettres et fille de mes parents, je crois que c'est... Vos parents que j'ai bien connus, puisque j'ai eu la chance de travailler un peu avec votre père, avec le rabbin Rothman, et c'est une personne qui, personnellement, m'a beaucoup appris, une personnalité hors du commun. Oui, je vais vous demander quelque chose d'impossible à faire, de résumer en deux phrases la vie de vos parents, parce qu'on ne peut pas parler du rabbin Paul Rothman sans parler de Léa Rothman. Effectivement, ils avaient l'air d'être l'opposé l'un de l'autre, mais en fait, ils étaient liés par le même idéal. Et d'abord, c'était un judaïsme heureux qui m'a été transmis. C'était un privilège que de pouvoir être juif, religieux, de vivre cette histoire et cette espérance. Et ensuite, maman disait, ton papa a deux hobbies, c'est sa femme et le peuple juif. Et elle ne disait pas dans quel ordre. Je pense que c'était vraiment tout à fait fusionnel des deux côtés pour lui. Donc, il a consacré sa vie vraiment à la reconstruction du peuple juif après la Shoah, et en particulier s'est dévoué aux jeunes. Il a créé un nombre innombrable de mouvements. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Studio Qualita, sur l'œuvre du Paul Rothman. Avec grand plaisir. On vous invitera pour une autre émission. Mais là, vous êtes venu parler d'une série de conférences, qui s'étale sur l'année 2017, puisqu'ils ont déjà commencé, et puis qui va continuer en 2018, avec des conférences qui vont avoir lieu à Tel Aviv et à Jérusalem, dans le cadre de l'Institut Mishkan. Deux petits mots sur l'Institut Mishkan. L'Institut Mishkan a été fondé, entre autres instituts, par Shmuel Trigano, qui lui aussi poursuit son rêve d'un dialogue entre la pensée occidentale et la tradition juive, et de pouvoir montrer quel est l'apport culturel général de la pensée juive, en particulier de ce qu'il a appelé l'école de Paris, la pensée juive pour notre civilisation. Donc, de nombreux intervenants, vous en faites partie. Il y a bien sûr Shmuel Trigano, on va citer David Vanon, Michael Vigoda, qui vont avoir plusieurs interventions. Et vous, alors, vous allez plutôt parler du colloque des intellectuels juifs à travers trois intervenants particulièrement, André Neher, Emmanuel Levinas et Manitou Léon Eshkenazi. Alors d'abord, dites-nous quelques mots sur ce fameux colloque des intellectuels juifs dont on a entendu beaucoup parler, mais qu'on ne connaît peut-être pas exactement de quoi il s'agit.
Écoutez, une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se réunissent à Paris les grands intellectuels juifs de l'époque. Il y avait également pas mal d'intellectuels non juifs. En 57 ? En 57 a lieu le premier colloque. Donc, ceux qui en ont pris l'initiative, entre autres André Neher, dans les premiers pelotons, Eliane Amado. Et leur idée, effectivement, est d'abord, après le choc de la Shoah, de repenser les principes fondamentaux, de repenser les questions existentielles qui nous font vivre et qui nous ont fait mourir, en fait. Et à mon sens, étant donné la violence du choc et du traumatisme de la Shoah, le dialogue est devenu possible. C'est-à-dire que toutes les questions étaient légitimes. Et ça a permis à ceux qui avaient vécu donc cette époque, la Shoah, de poser des véritables questions, de ne pas avoir peur de poser des de ne plus en avoir peur, de ne plus en avoir de honte ou de gêne. Je pense en particulier à tous ces grandes figures de la philosophie, de la littérature, de la médecine ou de la science, qui étaient des juifs complètement assimilés et qui se sont réveillés, du moins dans le questionnement, et donc les gens ont afflué. Là-dessus, une petite partie, ceux qui venaient de milieux plus traditionnels, donc comme chacun à sa manière, mais enfin comme Neher, Lévinas ou Manitou plus tard, ont essayé de montrer que le judaïsme posait véritablement ces questions. Que et on essaie aussi de répondre à ces questions. Et de répondre, en tout cas de formuler les principes de la tradition dans une langue qui permettait de comprendre que le judaïsme touchait à l'être même, que ce n'était pas une religion... enfin, j'allais dire de chapelle. Ça n'était pas un exotisme, on n'était pas dans l'anecdote, mais ni même dans une fidélité ethnique. Mais que cela pouvait participer justement et à l'avance de la civilisation et à une réflexion sur ce qui se passait aujourd'hui. Alors ces colloques ont eu lieu, le premier a eu lieu en 57. Il y en a eu, bien entendu, par la suite. Pendant combien d'années cela a duré ? Je ne sais pas quand ça a cessé, mais c'est sur des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Oui. Alors vous avez choisi, dans le cadre de ces conférences que vous allez faire à Jérusalem, de parler d'André Neher, d'Emmanuel Lévinas, enfin, et de Léon Ashkenazi, de Manitou, enfin, de leurs conférences qu'ils ont données. J'ai eu l'idée de reprendre donc les toutes premières conférences de ceux qui allaient devenir les chefs de file de l'école de Paris. La première leçon biblique de Neher, la première étude talmudique de Lévinas. Et Manitou intervient un peu plus tard, puisque j'ai choisi une conférence de 1966. Mais il me semble que leur discours à venir est tout entier contenu, déjà leur parole à venir, dans ces premières prestations, et qui a déjà le noyau de tout ce qui sera leur pensée. Dans ces conférences, on peut déjà trouver la pensée, en particulier aujourd'hui, puisqu'on en parle beaucoup, de Manitou, de Léon Ashkenazi et des autres. J'essaye de mettre en évidence ce qui fait la caractéristique de l'approche de chacun d'eux. Et là, pour le coup, maintenant, on en est effectivement à Léon Ashkenazi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la conférence qui me paraissait la plus large, la plus synthétique, et qui montre où il se pose d'abord dans la carte de géographie du judaïsme, quels sont ses principes, quelle est sa personnalité, enfin quel est son mode de pensée. Je ferai de mon mieux pour l'éclairer. Et c'est intéressant, je voudrais qu'on se retarde un tout petit peu avant de terminer cette interview sur justement Manitou, Léon Ashkenazi, et de ce qu'il représente aujourd'hui, non seulement pour la communauté juive, intellectuelle,
religieuse francophone française, mais aussi pour la communauté israélienne, puisqu'on parle de plus en plus aujourd'hui dans les milieux israéliens de Manitou, de Léon Ashkenazi. Comment vous l'expliquez ? D'abord par la fidélité de ceux qui l'ont aimé, de ceux qui l'ont suivi, et qui se sont battus pour que sa parole soit entendue. Et je pense qu'il y a dans la société israélienne aujourd'hui une ouverture qui est l'envers de ces multiples fractures et qui fait que qu'il n'y a plus le clivage d'autrefois, que les milieux non religieux se posent des questions qui sont des questions nouvelles. Et que Manitou a donné des réponses déjà il y a une dizaine d'années. Et Manitou parlait différemment. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure le Manitou hébreu correspond au Manitou français d'autrefois. Il y a très probablement des glissements. Des glissements dans la traduction. Mais bon, c'est un grand événement sociologique, bien si sûr, je puis dire, très qui nous intéressant, réjouit. très intéressant. Alors, si on veut venir vous écouter dans le cadre donc de ces conférences, vous allez nous donner exactement, je passe sous les yeux, mais vous devez le savoir. oui, puisque en principe, je devrais m'y trouver. Oui. Les 2 prochaines sur Manitou donc, auront lieu les 3 et 17 janvier à Jérusalem à 18h au centre Frankfurter. Ouais. C'est rue Bethléem, derrière Bethléem, je suppose que c'est autour du 80. Voilà, j'ai sous les yeux. Voilà. Je voulais dire également que toutes ces conférences sont enregistrées et mises en ligne par Academ. D'accord. Donc les 2 premières sur NER sont déjà en ligne et on attend pour la suite. Beth Frankfurter auquel votre père a aussi participé. Mon père a été président pendant de très longues années aussi. Et il a été Merci fondateur. beaucoup Betty d'être venue ce matin nous parler de toutes ces conférences qui semblent très intéressantes. On viendra vous écouter. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Eliana est revenue dans le studio pour nous parler des émissions d'aujourd'hui. Tout à fait, Thierry. Ah, pardon, Olivier. C'est une petite boutade. Alors, aujourd'hui, on va voir en Israël comment ça marche. Ce sera Brian Meguera, qui se fait appeler aussi sous le nom de Dog Brian et non pas Doc Brian, puisque c'est un éducateur canin. Il nous parlera donc de ce qu'il fait. Ensuite, on aura une alias story, c'est Marc Assous, qui est le directeur du département des laboratoires de Shaare Zedek, qui nous parlera de son alia et de la façon, alors qu'il a un diplôme qui est entre guillemets pas reconnu en Israël, puisqu'il a en France, il a un diplôme de microbiologie, de médecin en microbiologie, et comment aujourd'hui il a réussi à arriver à ce qu'il fait. Enfin, on aura en figure d'Israël, Eve Bocara nous parlera de Moshe Dayan. Et on vous retrouve, Olivier, à 10h avec Israël demain, un nouvel épisode d'Israël demain. On parlera aujourd'hui, on sera avec Shai et... Comment s'appelle-t-il ? Shai et Jérémy. Voilà. Alors, merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Et on rappelle que vous pouvez télécharger notre application Studio Qualita donc sur Apple Store ou Google Play et donc nous suivre depuis votre smartphone ou vos plaquettes, vos tablettes. Voilà, on va aller prendre un petit café. Et voilà, et le numéro de la boîte vocale, le 054 130 80 20 pour nous laisser un message. Et si vous voulez participer à l'émission de mercredi des auditeurs, on vous donne la parole. Je vous retrouve donc 10h pour l'émission Israël demain, mercredi pour On vous donne la parole, lundi prochain pour les informations. Demain, c'est Daniel Haïk. Formidable. Daniel Haïk, demain à partir de 8h. Merci à Mike pour la réalisation technique et merci à Eliana pour la production de cette émission. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Nouveau sur Studio Qualita. Notre application est désormais disponible sur Google Play et App Store. En la téléchargeant, vous aurez accès à toutes vos émissions préférées en live et en replay. Vous souhaitez réagir en direct au roi du like ? Vous avez raté une alias story ? Téléchargez dès maintenant l'application Studio Qualita.